Ce jour-là, les Coréens s'en sont souvenus, que le plus grand événement qui allait bouleverser la péninsule coréenne allait bientôt éclater. Les nuages enfermés dans la brume, le destin de 70 millions de personnes. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ne perds jamais, jamais, jamais sous ce ciel. Je voulais le maintenir. Parce qu'avec la Corée du Nord, la Chine peut ouvrir une voie vers le Pacifique. Actuellement, la Chine n'a pas la structure lui permettant d'accéder à la mer de l'Est. En 1860, par le traité de Pékin, la Chine a dû céder le Primorié à la Russie. Depuis, la Chine n'a plus pu influencer la mer de l'Est. La Chine, défiant l'hégémonie, aspire principalement à accéder au Pacifique. Mais un traité signé il y a bien plus de 100 ans entrave aujourd'hui la Chine, ce qui ne peut que la rendre furieuse. La Chine a donc développé une stratégie pour renforcer son influence sur la Corée du Nord et s'emparer de ses ports à l'Est, dans le but d'étendre son emprise sur la mer de l'Est. Mais la Chine se retrouve à nouveau entravée, cette fois par un acteur inattendu, la Russie. La Russie conclut une alliance militaire létale avec la Corée du Nord en 2024. La guerre d'Ukraine de 2022, maintenant terminée, a ouvert une nouvelle ère de guerre froide. La Russie, cherchant à sortir de son isolement international, a renoué des traités d'amitié avec les anciens pays sous influence soviétique. En 2024, lors du sommet entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine, un traité de partenariat stratégique global a été signé entre la Corée du Nord et la Russie. Ce traité incluait une clause d'intervention militaire automatique, faisant de la Russie et la Corée du Nord une alliance létale. Mais c'était un inconvénient pour la Chine. La Chine et la Russie s'efforcent ensemble de faire s'effondrer l'hégémonie mondiale des États-Unis, mais leurs relations ne sont pas toujours au beau fixe. En effet, le plan de transformer progressivement la Russie en un pays vassal a été complètement refroidi par Moscou. Lors d'un briefing en 2024, après l'alliance militaire Corée du Nord-Russie, le ministère chinois des Affaires étrangères a exprimé son malaise et son agacement par des réponses brèves et sarcastiques. La Corée du Nord a amélioré ses relations avec la Russie, réduisant ainsi sa dépendance envers la Chine et exprimant son mécontentement face au soutien limité de Pékin concernant les sanctions de l'Organisation des Nations Unies. Les calculs de la Chine se sont complexifiés. Autrement dit, Pékin a ressenti une forme de crise face à cette situation diplomatique. Dès 2024, la Chine commence à investir massivement en Corée du Nord pour remédier à cette situation. Bien sûr, cela constituait une violation des sanctions du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, mais la Chine a commencé à utiliser tous les moyens possibles pour injecter divers capitaux en Corée du Nord. Ils ont aussi fortement accru les moyens de transport. La Chine et la Corée du Nord ont augmenté la fréquence de leurs vols entre Pyongyang et Pékin, passant de 3 vols par semaine, mardi, jeudi et samedi, à un vol quotidien. Les travailleurs nord-coréens ont trouvé des emplois en Mandchourie, et les entreprises chinoises ont massivement investi en Corée du Nord. La communauté internationale critiquait vivement la Chine pour son comportement, mais pour la Chine, soucieuse de préserver son influence face à la Russie, ces critiques étaient vaines. De plus, pour accroître son influence sur la Corée du Nord, la Chine a introduit clandestinement des armes et équipements militaires via le port de Nampo. La Corée du Nord manquait de fonds, donc rien n'était entretenu correctement. Dans ce contexte, la Russie ne pouvait pas se focaliser sur la Corée du Nord. La Biélorussie a continué de soutenir la Russie pendant la guerre en Ukraine, et avec l'accélération de son isolement international, l'économie et les conditions de vie de la population se sont encore détériorées. Dans ce contexte, lorsqu'un membre de l'opposition est décédé en détention policière en Biélorussie, cela a déclenché un mouvement démocratique dans le pays. Beaucoup de partisans de la démocratisation pensèrent que la mort était due à la torture des autorités policières biélorusses et ont commencé à descendre dans la rue. Le mouvement démocratique en Biélorussie a atteint son apogée avec 600 000 à 700 000 manifestants, dépassant les rassemblements de 2020. Il s'agit de la plus grande manifestation anti-gouvernementale de l'histoire du pays. Depuis cet événement,
la situation s'est dégradée, causant plus de 20 morts et atteignant un état critique. Si la Biélorussie se démocratisait, la situation serait défavorable pour la Russie. La Russie devait donc se concentrer sur la Biélorussie. La Chine, constatant la situation russe, a envisagé de profiter de l'occasion pour placer la Corée du Nord entièrement sous son contrôle. En observant la guerre en Ukraine, la Chine s'est dit qu'elle pourrait utiliser des volontaires, privilégiant ainsi sa stratégie diplomatique préférée de la zone grise. La stratégie de la zone grise désigne la plupart des actions stratégiques menées par un pays sans révéler ses intentions, dans le but d'atteindre progressivement ses objectifs de sécurité. En d'autres termes, cela implique d'atteindre des objectifs politiques sans affrontement armé direct entre gouvernements. Après la guerre en Ukraine, en 2022, la Chine s'est inspirée des forces volontaires et a créé de nombreuses sociétés militaires privées sur son territoire, et elle envisage de les utiliser activement. En particulier, elle s'efforce de former des forces volontaires en utilisant les minorités ethniques. La Chine utilise activement les Mongols intérieurs pour former une armée de haut niveau. Mais dans cette situation, Kim Jong-un est soudainement décédé. Kim Jong-un souffrait de tant de maladies qu'on pouvait dire qu'il était un hôpital à lui seul. Il pesait 140 kg et souffrait d'insomnie traitée par zolpidem, de diabète, d'hypertension, d'hyperlipidémie et d'un cancer du côlon. Malgré son état de santé précaire, laissant présager une mort imminente, les services de renseignement du pays estimaient qu'il vivrait encore une décennie. Soudainement, il est mort subitement, le 20 juillet 2020. Le problème, c'est que Kim Jong-un n'avait pas désigné de successeur. Il emmenait souvent Kim Jong-il aux événements officiels, comme s'il s'agissait de son successeur officiel, mais il n'avait jamais été officiellement désigné. De plus, Kim Joo-hae, né en 2013, n'a que 13 ans, en 2026. Elle était seulement en 6e année de primaire, bien trop jeune pour diriger un pays. De plus, Kim Jong-un est décédé subitement sans même avoir eu le temps de laisser un testament. Ainsi, les factions politiques en Corée du Nord se sont naturellement divisées en deux groupes, l'un soutenant la principale héritière, Kim Joo-hae, et l'autre suivant la sœur cadette de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, qui était la plus proche du pouvoir. Le clan de Kim Joo-hae comprenait le ministère de la Défense, les forces stratégiques, les forces d'opération spéciales, le bureau général de reconnaissance, le commandement de la garde, le parti du travail de Corée, le chef de la défense civile et le chef du bureau des missiles. Quant au clan de Kim Yo-jong, il était composé de l'armée de l'air, de la marine, du ministre de la sécurité publique, du chef du bureau de la sécurité, du chef de l'inspection et de certains commandants de brigade des forces d'opération spéciales. Cependant, le clan d'appartenance du chef de l'inspection, entre celui de Kim Yo-jong ou de Kim Joo-hae, n'était pas clair. L'organisation étant très secrète, il semble que la composition exacte de l'inspection soit inconnue. C'est un organisme qui enquête secrètement sur la corruption des cadres du parti, de l'armée et du gouvernement nord-coréen. Kim Jong-un, se méfiant du département de la sécurité d'État, a créé séparément cet organisme de renseignement qui lui est directement rattaché. En d'autres termes, il s'agit d'un organisme équivalent à un inspecteur secret dans la version nord-coréenne. Cependant, Jo Sa-jong Akseon soutenait Kim Yo-jong, mais le groupe de Kim Joo-hae croyait qu'il restait neutre. Dans cette situation, comme Kim Joo-hae était très jeune, le général Kwak Chang-sik, commandant du commandement de la garde, dirigeait son groupe. Le général Kwak Chang-sik était aussi très apprécié par Kim Jong-un. Le général Kwak Chang-sik se voyait probablement comme un loyal serviteur voulant faire de la fille de Kim Jong-un, la dirigeante suprême. La faction de Kim Yo-jong, toujours dirigée par elle-même, ne voulait pas qu'une personne plus jeune devienne le dirigeant de la Corée du Nord. Avant tout, elle savait mieux que quiconque, sous le règne de Kim Jong-un, que perdre ici signifierait la mort. Alors elle devait absolument s'emparer du pouvoir. Apprenant la mort de Kim Jong-un lors de sa visite à Sinuiju, elle a immédiatement pris un train pour se rendre rapidement à Pyongyang. Le problème est que des organisations mystérieuses ont soudainement attaqué le train, avec des missiles anti-chars, le faisant dérailler. Le lieu de l'incident était chaotique. Le voyage de Kim Hye-jong à Pyongyang était de plus en plus retardé. Elle se trouvait à Hanju. Ici, c'est la brigade d'artillerie d'Ozadam. Le réseau de renseignement sur le Nord s'étant effondré, on ignorait totalement la situation en Corée du Nord. Suite au décès de Kim Jong-un, l'armée sud-coréenne a déployé des avions de reconnaissance à la frontière pour surveiller étroitement la Corée du Nord. Cependant, les mouvements de l'armée nord-coréenne étaient différents. Ils étaient actifs et semblaient se préparer à la guerre. L'armée sud-coréenne a relevé son niveau de préparation au feu par précaution, augmentant ainsi le nombre de canons en état d'alerte de combat. Évidemment, la fatigue des soldats augmente aussi, donc beaucoup d'entre eux étaient assez mécontents de cette situation. Leur unité, le 988e bataillon d'artillerie, était équipé de canons automoteurs K9, l'équipement principal actuel de l'artillerie sud-coréenne, et un produit phare de l'industrie de défense du pays. Depuis le premier prototype en 1999 environ, 1300 unités sont en service actuellement. Il est apprécié pour son excellent rapport qualité-prix, sa puissance de feu et ses performances remarquables, ainsi que sa production en masse et sa maintenance continue.
Le K9 est une pièce d'artillerie puissante pouvant tirer des obus jusqu'à 60 km, avec certains types de projectiles. C'était une pièce d'artillerie tirant 6 à 8 obus par minute. Cette arme allait jouer un rôle central à l'avenir. Inconscients de leur destin, ils continuaient à entretenir assidûment leurs canons. La visioconférence militaire à l'échelle nationale se poursuivait. Ici, le président Lee Myung-heon participait également à la réunion. C'était un moment où l'on avait le pressentiment que quelque chose de grave allait se produire. Les forces nord-coréennes, Pôle étaient en pointe mobilisées, et la tension restait vive sur la péninsule coréenne, enveloppée d'une atmosphère glaciale. L'armée a déclaré l'état d'alerte maximale, la police a émis une alerte d'urgence, et le niveau 4 de service d'urgence a été décrété pour les fonctionnaires. La situation évoluait rapidement. Le niveau de surveillance des renseignements nord-coréens, Watchcon, est passé du niveau 3 à 2, et le niveau de préparation à la défense contre le Nord, DEFCON, est passé du niveau 4 à 3, correspondant à l'état de préparation au combat. Ces mesures ont été appliquées. En effet, les mouvements de l'armée nord-coréenne étaient inhabituels. De plus, le niveau d'alerte a été relevé pour se préparer à une provocation locale de la Corée du Nord. Des équipes de réserve prêtes en 5 minutes, du personnel supplémentaire dans les postes de garde et davantage de vols de reconnaissance ont été déployés pour assurer une surveillance continue du Nord. La police est en alerte et le président Lee Myung-hwan a ordonné la mobilisation d'urgence des fonctionnaires. À Pyongyang, après une attaque mystérieuse contre Kim Yo-jong, ils enquêtent sur son absence tout en préparant un plan pour faire de Kim Ju-hee le nouveau dirigeant suprême. Le pouvoir ne tolère pas le vide. Le comité commémoratif de Kim Jong-un place Kim Ju-hee en tête, prévoyant d'en faire la favorite dans la course à la succession. Président de la commission des affaires d'État pour l'éternité, il faut organiser rapidement les funérailles du camarade. En raison de la difficulté à confirmer si le vice-directeur du département de la propagande à Honju est vivant ou mort suite à un attentat, il est demandé de trouver un moyen d'apaiser la tension dans tout le pays. Même le camarade directeur n'est pas venu. Il suffit de le placer dans la salle funéraire. Des luttes politiques féroces ont éclaté à Pyongyang. Le comité de deuil de Kim Jong-un, c'est-à-dire la lutte de pouvoir pour la formation du comité funéraire, se poursuivait également. La faction de Kim Hae-jung, témoin de l'attaque contre son train et de la mort soudaine de Kim Jong-un, a soupçonné un coup d'État organisé par la faction de Kim Ju-hee. Et ils ont alors tout fait pour l'en empêcher. À Pyongyang, le commandement de la garde a augmenté son niveau d'alerte. Les hauts responsables de la sécurité d'État, de la faction Kim Hae-jung, surveillaient de près les mouvements du commandement de la garde. Le commandement de la garde a qualifié l'événement de catastrophe nationale et a accru la sécurité à Pyongyang. Le nombre de troupes protégeant Pyongyang a été augmenté et davantage de postes de contrôle ont été installés. Cela faisait aussi partie d'une manœuvre du commandement de la garde pour prendre le contrôle des institutions clés de Pyongyang. Le conflit persistait entre le commandement de la garde et le bureau de la sécurité sociale, menaçant de s'envenimer en affrontement à tout instant. Le commandement de la garde, après avoir été témoin de l'attentat à Honju, a également renforcé le contrôle des entrées et sorties de Pyongyang. Personne ne pouvait sortir et personne ne pouvait entrer. Les mouvements de la ligne de contrôle des enquêtes étaient donc très précipités. La ligne de contrôle des enquêtes filme ou enregistre secrètement les mouvements des cadres nord-coréens à l'aide de caméras cachées, tout en dissimulant son identité. Il s'agit d'un agent secret nord-coréen, appartenant à un organisme de renseignement directement sous les ordres de Kim Jong-un, qui lui fournissait toutes les informations. Cependant, comme le commandement de la garde semblait vouloir placer Kim Ju-hee comme dirigeante suprême de la Corée du Nord et prendre le contrôle, la ligne d'enquête s'est ralliée à Kim Yo-jong et a commencé à enquêter sur le commandement de la garde. En vérité, le commandement de la garde était resté inactif, les luttes de pouvoir s'intensifiant, la création du comité commémoratif a été reléguée au second plan. Il y avait également de nombreuses personnes qui n'appartenaient à aucune faction, ni à celle de Kim Yo-jong, ni à celle de Kim Ju-hee. Ces personnes pensaient que Kim Yo-jong et Kim Ju-hee ne devaient pas diriger la Corée du Nord uniquement parce qu'elles étaient des femmes. La Corée du Nord, plus conservatrice que la Corée du Sud, ne peut même pas envisager qu'une femme devienne sa dirigeante. Il y avait donc de nombreux bureaucrates et militaires sans faction, qui surveillaient les autres pour obtenir une meilleure position. Pendant ce temps, le gouvernement sud-coréen était totalement désorienté face aux événements se déroulant en Corée du Nord. Tout cela était dû à l'effondrement complet du réseau de renseignement sud-coréen sur le Nord. Heureusement, grâce au Parti de la Liberté et de la démocratie de Corée du Nord, ils avaient dit quelques informations sur la situation intérieure du pays. Les États-Unis maintenaient la pression sur la Corée du Sud après un retrait partiel des troupes, compliquant l'utilisation de leurs ressources de renseignement. Le Parti de la Liberté et de la démocratie de Corée du Nord est un parti politique de démocratie libérale situé au nord de la Corée. Ce parti s'oppose totalement à la Corée du Nord et au Parti du travail de Corée. Il ne peut donc pas être considéré comme un parti nord-coréen. Il s'agit plutôt d'une organisation anti-régime. Le Parti libéral-démocrate de Corée du Nord visait à renverser le régime nord-coréen actuel, fonder un nouvel État nommé Joseon, et devenir le parti dirigeant du pays. Depuis 2023, le Parti libéral-démocrate de Corée du Nord a perpétré plusieurs attentats ciblant des hauts responsables à Pyongyang.
Le Parti libéral-démocrate de Corée du Nord a commencé à cibler non seulement les hauts responsables, mais aussi la lignée sanguine dirigeante, comme l'attentat visant Kim Yo-jong. Leur but étant de renverser le régime héréditaire nord-coréen et Kim Jong-un pour établir la nation Joseon. Il est logique que Kim Yo-jong soit une cible à éliminer. Bien qu'ils aient échoué à assassiner Kim Yo-jong, leur acte terroriste a profondément ébranlé la Corée du Nord. Ils avaient de leurs propres idées. C'est pourquoi ils ont fini par coopérer et échanger avec la Corée du Sud. Le Parti démocrate libre de Corée du Nord a entamé une coopération avec la Corée du Sud en utilisant son réseau gouvernemental. Les nouvelles transmises par ce parti étaient choquantes. Ils ont expliqué avoir mené une machination qui a parfaitement fonctionné, plongeant le monde politique nord-coréen dans un chaos total. Il a été confirmé que des armes russes étaient passées aux mains du Parti démocrate libre de Corée du Nord. Le gouvernement a réalisé que la situation y était vraiment mauvaise. Des rumeurs circulaient aussi sur des contacts entre la Chine et Kim Yo-jong. Selon des informations, la Chine profiterait d'une crise soudaine en Corée du Nord. Le réseau de renseignement nord-coréen s'étant effondré, sa reconstruction était prioritaire, tout le reste étant ignoré, comme mentionné précédemment. Formez le comité de football Nylet. La formation du comité est vraiment une question de loyauté. Le camarade chef n'a toujours pas choisi de maison. Pourquoi les camarades membres du Conseil d'État ne disent-ils rien? C'est presque un choc pour le peuple. Patientez, il arrive bientôt. Tu sais que la composition du comité funéraire unique se fera aussi avec le camarade Kim Jong-un, n'est-ce pas? Le comité funéraire a été formé 4 jours après le décès. Comparativement, la constitution du comité commémoratif a été très tardive. Cela signifiait aussi que la succession du dirigeant en Corée du Nord était devenue chaotique, avec une lutte de pouvoir en cours. Kim Yo-jong a survécu à l'attentat. L'attaque a été menée avec un lance-roquettes anti-char, 26, d'une portée de seulement 250 mètres insuffisante pour un coup fatal. De plus, le train roulait lentement en raison de l'infrastructure ferroviaire nord-coréenne vétuste, ce qui a sauvé la vie de Kim Yo-jong. Il a vraiment eu beaucoup de chance. Pendant ce processus, Kim Yo-jong a perdu connaissance sous le choc. Craignant une autre menace d'assassinat, seul le ministère de la Sécurité d'État a été informé. Plus tard, la dégradation de la situation politique l'a conduite à Pyongyang. D'autre part, la Chine soutenait le clan de Kim Yo-jong, tandis que Kim Jong-un ne faisait pas confiance à la Chine. Parmi les dernières volontés de Kim Jong-il, il y avait aussi la recommandation de ne pas faire confiance à la Chine, car il savait très bien que la Chine avait l'intention d'engloutir la Corée du Nord. C'est pourquoi il s'est allié à la Russie. Mais Kim Yo-jong, risquant elle-même l'éviction, s'est tournée vers la Chine. Le commandement de la garde, fer de lance de Kim Joo-hee, ne fait pas confiance à la Chine. Celle-ci envisage alors de placer Kim Yo-jong à la tête de la Corée du Nord. Ils apportent également un soutien sans réserve au camp de Kim Yo-jong. De plus, ils ont manipulé et diffusé des informations. Ils ont manipulé l'information pour faire croire à Kim Yo-jong que l'attentat contre son train avait été commis par le commandement de la garde. Bien qu'appartenant à une autre organisation, ils ont agi de la sorte pour utiliser Kim Yo-jong afin de prendre le contrôle de la Corée du Nord. C'est pourquoi Kim Yo-jong a décidé de trouver un prétexte pour éliminer Kim Joo-hee, sinon elle risquait d'être tuée la première. La formulation de regret doit servir nos intérêts. Il faut utiliser Jinru pour garder Beihan de notre côté, malgré la possibilité d'une grande tempête. Sinon, la péninsule de Han elle-même ne sera plus dans notre sphère d'influence. L'état-major est déjà en action. Notre seule option est de limiter au maximum l'implication des États-Unis. Une organisation non gouvernementale sud-coréenne envoie des tracts de propagande vers la Corée du Nord, voyant une opportunité dans la situation actuelle. Ces tracts de propagande ont un impact dévastateur sur le régime nord-coréen. Cela perturbe les habitants près de la ligne de démarcation, et augmente l'opposition envers le régime nord-coréen, affaiblissant le pouvoir en place. Suite à la mort soudaine de Kim Jong-un, l'organisation civile Mouvement pour la Corée du Nord libre envoie audacieusement des tracts de propagande vers la Corée du Nord. Le problème, c'est que l'armée nord-coréenne, sur ordre du ministère de la Défense, a commencé à intercepter ces tracts envoyés vers la Corée du Nord. Ils abattent ces tracts avec un canon antiaérien automoteur double de 57 mm, mais un problème survient. Le canon antiaérien automoteur est tombé au sud de la zone démilitarisée, occasionnant des tirs d'obus en Corée du Sud. Bien qu'aucune victime ne soit à déplorer, l'armée sud-coréenne a vu cela comme une provocation du Nord et a répliqué en tirant 20 obus de K9 vers la Corée du Nord. Le bataillon d'artillerie de la 5e division a mené cette opération de nuit, mais un autre problème est survenu.
Un problème est survenu quand les canons ont été tirés sans bien comprendre la zone D dans la zone d'opération. Pour éviter une escalade, il fallait tirer sur un terrain vague, mais le partage d'informations entre le service de renseignement de la brigade et le 988e bataillon d'artillerie n'a pas été fait correctement. Le service de renseignement de la brigade souhaitait attaquer le terrain vague et a transmis cette position au 988e bataillon d'artillerie, mais par la suite, une partie des troupes nord-coréennes est passée par ce terrain. Le service de renseignement de la brigade n'avait pas prévu cela. Le renseignement de la brigade a ordonné au 988e bataillon d'artillerie de cesser le feu, mais les canons avaient déjà tiré. Personne n'était responsable de la situation, mais tous savaient que l'affaire tournerait mal. Suite à cet incident, 7 soldats nord-coréens en patrouille de nuit sont morts. Heureusement, pour éviter une escalade, aucune attaque n'a été menée contre les installations nord-coréennes, et aucune infrastructure n'a été détruite. Le principal problème était que 7 soldats nord-coréens avaient été tués par l'armée sud-coréenne. Suite à cet incident, les tensions nord-sud ont atteint leur apogée. Dans un contexte politique instable en Corée du Nord, cet incident a poussé Kim Yo-jong à y voir une opportunité de renforcer son emprise sur le régime. Lors de la formation du comité commémoratif, Kim Yo-jong a accusé publiquement la Corée du Sud d'avoir commis une provocation odieuse dans son discours. Après avoir reçu le rapport de Jo Sa-young Akseon et appris les instructions du ministère de la Défense, elle a mentionné, dans son discours, des renseignements chinois indiquant que le commandement de la garde aurait tenté de l'éliminer, justifiant ainsi ses actions. Craignant l'élimination si elle attendait trop, Kim Yo-jong a décidé de prendre les devants et de passer à l'action. Kim Yo-jong provoque une guerre fratricide nord-coréenne. Kim Yo-jong a rassemblé toutes ses forces et a fini par déclencher un coup d'État qu'elle n'aurait jamais dû provoquer. Sous-titres coréens par Han Yo-jong. Sous-titres coréens par Han Yo-jong.